Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, on va, en attendant que notre conférencier arrive, je voulais dire quelques mots d'introduction et je vais donc en profiter. Donc d'abord, je voudrais vous remercier pour être venus aussi nombreux pour assister à cette conférence. C'est vraiment un grand plaisir que de vous recevoir ici au théâtre Alexandre Dumas. Alors, je voudrais situer cette conférence dans un ensemble et tout d'abord remercier très chaleureusement l'Université Libre et sa présidente, Madame Brigitte Dumortier, mais aussi toutes les équipes de bénévoles qui ont accepté d'ouvrir, si je puis dire, leur cycle traditionnel de grandes conférences à un public plus large, au-delà des adhérents de l'Université Libre, avec cette conférence consacrée au château et à sa construction, ses multiples rénovations et la plus récente qui est en cours. Donc vraiment, c'est quelque chose pour lequel je suis très reconnaissant à l'Université Libre pour cette initiative. Alors, ce n'est pas la première fois que l'Université Libre accueille un public plus large. Nous l'avons fait avec grand succès il y a 2 mois à peine, avec une conférence sur Napoléon. Et là aussi, comme on ne change pas une équipe qui gagne, eh bien, je voudrais remercier et citer les structures qui se sont associées à cette conférence, et en particulier la Société locale des membres de la Légion d'honneur. Et je salue et remercie son président Gilbert Audurier et tous les membres. Je salue également la présence de notre général qui est venu assister à cette conférence. Vous êtes non seulement gouverneur adjoint de la région militaire de Paris et à ce titre responsable du camp des loges, mais vous êtes aussi à titre privé, si je puis dire, un de nos concitoyens, puisque vous habitez Fourqueux. Donc bienvenue, mon général, à cette conférence, ainsi qu'à votre épouse. Alors, cette conférence est également soutenue par les Amis du Vieux Saint-Germain, et je salue sa présidente, Madame Bourillon, et l'ensemble de ses adhérents. Donc, vous voyez, il y a une concentration, je peux dire, des forces vives de Saint-Germain sur ce thème de notre château et notre projet de grand bassin. Alors voilà que notre conférencier arrive, je lui souhaite la bienvenue et il me donne une bonne transition pour vous dire dire quelques mots sur ce projet de grand bassin. Bon, Monsieur Régis Martin, qui est architecte en chef des monuments historiques, le fera de manière beaucoup plus compétente que moi. Il faut savoir que ce château de Saint-Germain a été la principale résidence royale, en gros, de Henri II à Louis XIV. Et que Louis XIV, qui est né ici, tout le monde le sait, a voulu, au début de son règne, embellir, rénover et agrandir le château de Saint-Germain. Et naturellement, son parc, qui est devenu le domaine national. Et il a notamment demandé à André Le Nôtre de faire d'abord cette terrasse, cette magnifique terrasse, qui est un magnifique belvédère que vous connaissez tous sur l'ensemble du bassin parisien. Mais il a également demandé que soient réalisés ces fameux jardins à la française. Et ces jardins à la française comportaient 3 bassins, 2 petits bassins à proximité du château et dans un triangle, un grand bassin dans cette perspective nord, la perspective dite des loges qui mène jusqu'à la maison d'éducation de la Légion d'honneur à travers la forêt. Comme vous le savez tous, Louis XIV n'a pas pu réaliser les travaux qu'il souhaitait faute de place, faute aussi d'un élément qui est important, qui est l'accès à l'eau. Il n'y avait pas suffisamment d'eau sur le plateau de Saint-Germain. Il a donc décidé de s'intéresser à un petit pavillon de chasse créé par son père, Louis XIII, à Versailles.
et d'en faire le magnifique château et le magnifique parc que nous connaissons tous. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Saint-Germain a été un peu délaissé. Et donc, une des questions historiques, mais M. Régis Martin nous apportera des éléments, c'est de savoir si la totalité des travaux prévus dans les jardins ont été réalisés ou pas, et notamment, est-ce que ce fameux bassin avait été réalisé tel que prévu dans les programmes, dans les projets, dans les gravures que nous avons de l'époque. Après, vous le savez, Saint-Germain a connu une période c'est un peu endormi, et elle a été réveillée brutalement au milieu du XIXe siècle avec l'arrivée du train. Vous le savez aussi tous, la première ligne de voyageurs en France, c'est Paris, Le Pec, et est monté après à Saint-Germain quelques années plus tard. Alors à l'époque, on n'avait pas la même conception du patrimoine, et donc on ne s'est pas embêté. On a fait des lignes de chemin de fer qui ont éventré le parc, et on a créé une gare au pied du château, en face de l'hôtel de ville actuel, et qui était avec un bâtiment en surface et des lignes qui étaient enterrées. Cette situation a naturellement totalement bouleversé le parc, et elle a perduré, je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous le savent et s'en souviennent, jusque dans les années 70, au moment où le RER, on a transformé cette liaison ferroviaire avec la création du RER, et on a décidé à ce moment-là d'enterrer la gare et de reconstituer les jardins. Mais cette reconstitution n'a pas inclus à l'époque le grand bassin, et on a laissé une espèce je dirais, d'absence de bassin, de vide, dans la perspective des loges, une absence de bassin. Avec Arnaud Péricard, on a souhaité profiter de l'arrivée du tram, donc on est toujours dans ces perspectives et cette problématique des liaisons et de la mobilité, et en particulier donc des mobilités douces, pour relancer ce projet du grand bassin. Alors, évidemment, ça a été très long, très compliqué, mais ça s'inscrit, et Régis Martin vous le dira, dans une rénovation complète du château qui a été entreprise sous la direction de Régis Martin depuis plusieurs années, et dont nous pouvons tous voir, au fur et à mesure que les façades sont rénovées, un résultat tout à fait remarquable. Donc c'est dans cet ensemble de rénovation du château et du domaine que s'inscrit ce projet de grand bassin. Alors quelques mots sur ce projet lui-même. Premièrement, nous reprenons exactement les dimensions telles qu'elles avaient été prévues par le nôtre. Donc un bassin circulaire d'un diamètre de 50 mètres, et avec un jet d'eau qui s'élèvera jusqu'à 20 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Ceci en fera d'ailleurs le bassin circulaire le plus important, le plus grand de la région Île-de-France. Il y a des bassins plus importants, mais ils ne sont pas circulaires, ils ont une autre forme géométrique. Alors, c'est un ouvrage complexe dont Régis Martin va nous parler, parce qu'il ne s'agit pas simplement de bétonner et de mettre de l'eau. Nous sommes au-dessus des voûtes du RER, et donc il a fallu de longues discussions techniques entre les équipes de Régis Martin et les ingénieurs de la RATP pour se mettre d'accord sur les solutions à mettre en œuvre pour évidemment ne provoquer aucun risque de fuite ou aucun risque sur les voûtes du RER. Le résultat de cette complexité technique, c'est que c'est un projet qui est un projet onéreux. Nous en sommes maintenant à un coût global de l'ordre de 6 millions d'euros, et les travaux vont commencer ou ont commencé. Alors, le rôle de la ville de Saint-Germain dans ce projet, eh bien, c'est nous qui portons, si je puis dire, politiquement et financièrement ce projet. Nous sommes dans le domaine de l'État,
C'est donc l'État est chez lui et l'État sera propriétaire de ce bassin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'État assure la maîtrise d'ouvrage avec l'OPIC, qui est un établissement public qui dépend du ministère de la Culture et qui est en charge des patrimoines historiques, et la maîtrise d'œuvre avec M. Régis Martin, qui est architecte en chef des monuments historiques en charge du château de Saint-Germain et de son domaine. Mais nous avons naturellement cherché à réunir le tour de table le plus large possible et je voudrais remercier très chaleureusement tous nos partenaires. En premier lieu, l'État, qui met 1 million d'euros sur ce projet. Nous avons également le soutien de la région Île-de-France, qui met également 1 million d'euros dans le cadre de ce qu'on appelle les contrats de plan État-région. Et puis, nous avons le département qui, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Territoire Yvelines, met 2,2 millions d'euros sur ce programme. Donc, du côté des collectivités publiques, nous avons déjà un soutien assuré à hauteur de 4,2 millions d'euros. Le reste, eh bien, c'est la ville de Saint-Germain qui le mettra, moins évidemment la participation du mécénat privé, du secteur privé. Là aussi, je voudrais vous dire un mot sur ce point. Nous avons des grands donateurs, et en l'occurrence la société Suez, naturellement, qui est intéressée par ce thème de l'eau, de ce bassin, et qui met pour l'instant 300 000 euros, et nous espérons que ce montant sera abondé dans les semaines qui viennent. Et puis, nous avons eu un partenariat avec la Fondation du patrimoine. Et là aussi, c'est un élément très important. Nous travaillons de longue date avec la Fondation du patrimoine. Vous vous rappelez que nous l'avons fait dans le cadre de la rampe des grottes, c'est-à-dire la rénovation de ce qui reste de cet magnifique ensemble qui était le Château Neuf. Mais nous travaillons aussi avec la Fondation du patrimoine pour des propriétaires privés à Saint-Germain, notamment pour les bâtiments qui ne sont pas classés, mais qui sont dans le secteur sauvegardé. Il est possible, dans le cadre d'un accord avec la Fondation du patrimoine, que les travaux de rénovation de ces bâtiments bénéficient du régime fiscal applicable aux travaux sur les monuments historiques, dans le cadre d'un partenariat entre la ville, la Fondation du patrimoine et le ou les propriétaires privés. Donc nous avons une longue habitude de travailler avec la Fondation du patrimoine et nous sommes très heureux qu'elle ait sélectionné ce projet et qu'elle ait mis toute sa force de frappe au bénéfice de ce projet. La souscription a été lancée il y a maintenant 1 an. Nous avons les derniers chiffres récoltés à peu près 100 000 euros, ce qui est un résultat tout à fait remarquable pour un projet de ce genre. Mais notre objectif, c'est de doubler cette somme et d'arriver à 200 000 euros à travers la Fondation du patrimoine. Voilà tous les éléments que je voulais vous donner pour vous expliquer ce projet. Je suis donc maintenant également en termes de calendrier, les choses sont calées, les travaux ont commencé, il est prévu la fin des travaux pour le mois de septembre 2022 et une inauguration pendant les Journées du patrimoine, donc le 17 septembre 2022. Je pense que ce sera d'ailleurs couplé avec l'inauguration de la ligne du tram 13 qui, elle, dont les travaux sont pratiquement terminés. Et pour le tram 13, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, ne soyez pas étonnés, à partir de la fin décembre, vous commencerez à voir circuler des tramways. Ce sont les périodes d'essai et la mise en service est prévue à l'été 2022. Voilà, mesdames et messieurs, le sens global qu'il faut donner à ce projet. Ce n'est pas simplement, et c'est évidemment d'abord et avant tout, une valorisation patrimoniale, mais c'est aussi un élément qui nous permet de nous projeter dans une perspective, je dirais, de développement durable à laquelle nous sommes particulièrement attachés à Saint-Germain, car ce parc fait la transition de manière harmonieuse entre, je dirais, le centre historique, nos bâtiments, qui sont essentiellement minérales, la forêt, qui est une nature sauvage, et cette partie du parc, nature domestiquée, créée par l'homme, qui joue à la fois sur les éléments
de flore, mais aussi sur l'eau. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais ça permet à notre conférencier d'arriver, de s'installer. Et je voudrais passer la parole maintenant à Madame Brigitte Dumortier, au nom de présidente de l'Université Libre. En tout cas, merci de votre présence et surtout merci de vous approprier ce projet. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers membres du comité de Saint-Germain-en-Laye de la Société de la Légion d'honneur, chers amis du Vieux Saint-Germain et puis aussi chers adhérents et adhérentes de l'Université Libre, je suis ravie de vous voir aussi nombreux aujourd'hui et nous pouvons regretter évidemment l'absence de la directrice et de l'équipe de conservateurs du Musée d'archéologie nationale, mais ils sont pris aujourd'hui par un colloque et donc, n'ayant pas le don d'ubiquité, ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Donc je ne doute pas que nous allons apprendre, pour beaucoup d'entre nous, énormément de choses sur l'histoire de ce château qui a été résumé à grands traits par Benoît Battistelli. Et c'est aussi l'occasion, bien sûr, de faire appel à la générosité de nos membres, je parle pour l'UL, envers ce très beau projet, cet ambitieux projet. Et vous avez la possibilité de participer à travers un lien. Je crois que vous avez tous reçu un petit flyer de la Fondation du patrimoine. Autrement, vous pouvez aller sur le site de la Fondation du patrimoine, sur le site de la ville qui renverra vers la Fondation du patrimoine. Donc tous les moyens sont à votre disposition et je suis à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations pratiques. Donc, avant de passer la parole à M. Régis Martin, que je remercie de sa présence, et je suis confuse qu'il y ait eu ce petit malentendu sur le lieu où se déroulait cette conférence. J'en profite d'ailleurs au passage pour remercier aussi M. Gilbert Desvaux et son équipe, puisque c'est le théâtre Alexandre Dumas qui nous met cette superbe salle à disposition. Donc je remercie les bénévoles qui ont assuré l'accueil, ainsi que nos bénévoles de l'équipe technique, puisque cette conférence sera disponible en replay si vous souhaitez la voir, mais également si parmi vos proches certains souhaitent la voir, n'hésitez pas à faire de la publicité, puisque contrairement à nos conférences habituelles, cette conférence, tout comme la conférence Napoléon, sera disponible sur l'accueil de notre site, donc en open, pardonnez-moi cet anglicisme, et pas seulement réservé à nos membres. Donc, je passe la parole à Monsieur Régis Martin. Merci. Merci, madame. Bien, excusez-moi pour ce petit retard. Ma situation est beaucoup plus enviable que la vôtre puisque je ne suis pas obligé de porter un masque. Et donc, ça va être un plaisir de faire cette présentation devant vous. Donc, je vais vous parler, je ne vais pas vous parler de l'ensemble des travaux qui ont lieu à Saint-Germain-en-Laye, au château et sur le domaine, parce que ce serait trop vaste. Et il y a vraiment beaucoup d'activités actuellement sur la restauration de ce patrimoine magnifique. Donc, je vais concentrer mon propos sur le bassin, puisque je sais que c'est l'objet de toutes les attentions actuelles et tout à fait à juste titre. Donc, le grand bassin de Saint-Germain-en-Laye, donc vous avez une vue ici. Voilà, je vous le montre pour rappeler la composition triangulaire que vous voyez ici très bien depuis. C'est une vue qui est prise depuis le donjon du château. Donc vous voyez les deux bassins en premier plan et le fantôme du troisième à l'arrière-plan, qui est donc l'objet de toute notre activité actuellement. Donc cette grande triangulaire, elle est remarquable. Et elle appelle vraiment une recomposition de l'espace. Alors, actuellement, nous avons une palissade qui entoure cet espace et nous achevons les travaux de la liaison du tram 13.
Et donc l'ensemble des remblais ont été réalisés, sont refermés, et nous avons donc des bungalows qui sont installés pour l'installation de chantier sur place. Et l'autre jour, j'étais en réunion de chantier pour présenter le démarrage des travaux de structure de ce bassin. Il y avait donc toutes les entreprises autour de moi, il y avait des responsables, et puis une fois que j'ai eu terminé de présenter, il y a quelqu'un qui a dit « Alors si je comprends bien, ce bassin n'a jamais existé ». Alors, il y a beaucoup de pédagogie à faire encore, parce que j'ai failli tomber de ma chaise. Pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que ce bassin ait existé, mais comme je pense qu'il y a encore des gens à convaincre, je suis venu vous apporter quelques éléments d'appréciation sur ce sujet. Alors, les gravures montrent effectivement cette composition tout à fait magistrale. Les gravures sont parfois sujettes à caution, puisqu'elles enjolivent la réalité, elles la terminent ou elles la modifient. Mais vous voyez ici que nous avons quand même une confirmation de la composition triangulaire, avec les deux bassins contre le château et le grand au premier plan. Voici encore une autre vue de Perelle, 1675. Et vous voyez qu'ici, on a même une information très intéressante sur la façon dont est composé le jet d'eau du bassin. Et lorsque nous avons présenté le projet à la Conservation régionale des monuments historiques pour avoir leur accord sur la réalisation de cet ouvrage, eh bien, nous avions prévu un seul grand jet. Et c'est à leur demande que nous avons étoffé ce jet pour que ça représente, pour que ça ressemble plus à cette image que vous avez ici. Voilà une vue dans l'autre sens. Donc on voit bien la perspective sur l'allée des Loges. Et vous voyez que les deux bassins du premier plan sont également très étoffés au niveau des jets d'eau et que vous avez encore deux autres bassins qui étaient aux deux extrémités, qui eux, par contre, c'est certain, n'ont jamais été réalisés pour une raison très simple, c'est qu'ils n'apparaissent sur aucun plan, à aucun moment dans l'histoire de la jeunesse de ce parc. Alors voilà, nous sommes donc à pied d'œuvre. Vous avez cette vue qui est prise dans l'axe. Vous voyez cette grande palissade ronde qui correspond à l'empreinte du bassin. Et vous voyez donc les engins qui commencent à dégager le toit des ouvrages de la RATP qui se trouvent immédiatement en dessous. Donc vous avez des travaux là on est vraiment dans des travaux publics, donc de l'infrastructure. Alors voilà, pour la documentation que nous avons sur ce bassin, la plus ancienne date de 1669. C'est un plan qui n'est pas signé, mais qui se trouve à la bibliothèque de l'Institut, dont la référence est là. Et vous voyez que la composition est déjà extrêmement bien dessinée. Donc vous avez au centre le parchemin lui-même, mais je vous ai fait un agrandissement sur la gauche qui montre bien donc ces deux parterres symétriques et les deux petits bassins auprès du château et le grand bassin à l'arrière. Alors ce plan-là est de moins bonne qualité, c'est aussi un parchemin, enfin c'est quelque chose de très vaste. Il est un peu flou parce que je l'ai énormément agrandi et vous avez donc la composition qui se trouve tout à fait là-bas à l'extrémité. Et vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes dispositions avec le jardin qui change un peu partout. Mais ce que l'on peut voir, c'est que l'on mesure l'exactitude d'un plan, si vous voulez, par comparaison aux autres éléments. Et quand on regarde l'exactitude qu'on a sur le château neuf, sur le château vieux, on peut être sûr que l'auteur de ce dessin a également une certaine rigueur dans la représentation de ce qu'il fait. Donc ça, ici, nous sommes avec un dessin d'Orbet de 1673. Je vais vous en montrer un certain nombre. En fait, la documentation est très, très vaste et très riche. Donc voilà encore un autre qui est en noir et blanc. Et vous voyez non seulement les trois bassins, mais vous voyez aussi un petit point noir au milieu du grand bassin, qui montre qu'il y a un jet. C'est une représentation qui est codifiée et qui permet de comprendre l'évolution de cette composition.
Alors ici, nous sommes en 1684. Vous voyez que sur quelques dizaines d'années, on a quand même des plans de façon très régulière et qui disent toujours la même chose. Et donc, il ne s'agit pas d'un dessin de fantaisie qui est fait comme ça au hasard. On a toujours une espèce de grande pérennité. Autant la composition du parc, elle évolue pratiquement à chaque représentation, autant ce qui se passe du côté du bassin et de cette composition trinitaire, il n'y a jamais de variation. Ce qui varie, c'est la représentation des parterres, mais il faut bien comprendre que dans un jardin, les bassins ne bougent pas. Les parterres, eux, bougent. C'est-à-dire que les jardiniers, en fonction de l'humeur, en fonction de la mode, changent le dessin, changent les tracés. Et c'est très facile. Et on comprend que ce soit extrêmement mouvant, puisqu'un jardin est quelque chose qui s'entretient régulièrement. Et lorsque l'entretien diffère, eh bien, on change de jardin, finalement. Alors voilà une vue qui est très intéressante parce qu'ici, on voit très clairement que les bassins sont en eau. Il y a une représentation artistique qui montre une espèce de frisottis au ras de l'eau. Et vous avez également des jets d'eau sur les 3 bassins. Vous voyez ces espèces de petits dessins centrés qui permettent de bien comprendre que c'est une réalité tangible. Voici encore un autre, c'est plutôt une gravure de 1705. Donc vous voyez, là, on passe, on est vraiment à la fin de la carrière de Lenôtre et on a cette composition qui n'a absolument pas bougé. Autant vous voyez du côté du parterre de la Dauphine, les choses changent. Autant dans la grande perspective d'axe, les choses sont avec une très grande régularité, pérennité. Il faut dire que quand on fait un bassin de 50 mètres de diamètre, on ne le change pas toutes les 5 minutes. Donc voilà une représentation également très précise qui montre presque la hauteur du jet d'eau et les 2 petits bassins. Donc toujours le même système de représentation, alors que l'ensemble de l'ambiance autour tourne. Ici, on est en 1709. Et donc vous voyez, ici on est à la fin du règne de Louis XIV et on dit souvent que Saint-Germain a été déserté par le roi. En fait, on sait aujourd'hui que c'est tout à fait inexact parce que Louis XIV a toujours eu une très grande affection pour le château de Saint-Germain-en-Laye, ne l'a jamais vraiment abandonné et il a continué à construire. Après 1682, qui est la date officielle d'installation à Versailles, eh bien, il y a énormément de travaux à Saint-Germain, et en particulier l'adjonction de ces ailes supplémentaires, de ces grands pavillons supplémentaires sur le château vieux, qui sont vraiment une nécessité fonctionnelle. On ne fait pas ça juste pour le plaisir. Si on abandonnait les lieux, on n'aurait aucune raison de construire ce genre d'adjonction. Et puis on a également des constructions qui se font sur le côté. Donc c'est un château qui reste vivant malgré tout et qui est l'objet de toutes les attentions. Alors voilà, ça c'est une représentation que moi j'aime beaucoup, qui est de Rigaud en 1729. Donc là, on est dans le premier quart du XVIIIe. Et c'est une très belle aquarelle qui est conservée à l'Albertina. Et ce qui m'intéresse dans cette vue, c'est qu'elle ne montre plus le premier plan du bassin. Vous voyez donc les 2 bassins des extrémités. Si vous vous souvenez tout à l'heure, la gravure représentait, même de ce point de vue-là, elle représentait 3 bassins, c'est-à-dire le grand au premier plan et les 2 petits derrière. Pourquoi l'auteur de cette vue n'a-t-il pas représenté le grand bassin, qui est censé être quand même l'objet majeur de cette vue ? Eh bien, il me semble, et je pense, c'est une supposition que je fais, mais c'est une interprétation qui me fait penser que l'auteur n'a pas voulu montrer le bassin du premier plan parce qu'il était déjà plus ou moins ruiné, c'est-à-dire déjà en déshérence. Le système hydraulique qui permet de faire fonctionner un bassin de cette dimension, c'est ce qui s'abîme en premier. C'est quelque chose qui est extrêmement fragile, qui demande des soins permanents. Et à partir du moment où on ne l'entretient pas de façon régulière, eh bien, le bassin, on ne peut plus le remplir. Et il s'envase
et il disparaît progressivement. Et donc, ce que je vais vous montrer dans les vues prochaines, c'est la disparition de ce bassin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un film. Si vous suivez l'ensemble des plans, vous voyez disparaître le grand bassin en temps réel presque. Et vous voyez sur cette vue que les deux premiers petits bassins sont dans une teinte et le grand bassin, lui, est devenu clair. Ce qui est la première fois qu'on a cette représentation. Pourquoi y a-t-il un distinguo entre le grand bassin et les petits? Pour moi, c'est assez évident, c'est qu'il y en a un qui ne fonctionne plus. C'est le plus grand, c'est celui qui est tombé en panne, j'ai envie de dire, le premier. Alors que vous voyez que les parterres sont encore très jolis, très soignés, avec des broderies. Et ce qui est proche du château est encore entretenu. Entretenir des petits bassins, ça n'est pas un problème. Entretenir un très grand comme celui du haut, c'est un souci. Et c'est le premier qui va trinquer, on va dire. Et vous voyez qu'à partir de là, on continue à représenter deux petits bassins en bas d'une couleur et le grand d'une autre. On peut même s'interroger si le bassin du haut n'est pas déjà une pelouse. Et là, vous voyez finalement, je vais vous superposer une vue satellite de l'état actuel. Et vous vous apercevez qu'on est pratiquement dans le même cas de figure. C'est-à-dire que vous avez les deux petits bassins qui sont devant, dont un qui fonctionne, l'autre qui est une jolie plate-bande. Mais à l'arrière-plan, vous avez la grande forme du disque du grand bassin qui, lui, est évanescent, il a disparu, mais il est encore bien présent dans la composition. Et vous allez voir que tout au long des années qui vont suivre, le fantôme de ce bassin demeure encore et toujours. Voilà, ici, une vue après 1766. Quand je mets après, ça veut dire qu'on n'a pas la date, mais qu'on est sûr que c'est une date butoir en avant. Et donc, vous avez ici le bassin, vous voyez, les petits ont disparu, là, cette fois-ci. Et par contre, le bassin, à mon avis, n'est plus un bassin, là. Il s'agit simplement d'une plate-bande. Donc, on est à la fin du XVIIIe. Et là, il n'y a plus de moyens. On n'entretient plus le jardin, ou on l'entretient à l'économie. Et c'est ce qui fait que les ouvrages hydrauliques disparaissent progressivement. Voici encore une preuve. Vous voyez que le bassin, là, n'est même plus dessiné. Il y a encore sa forme dans le parc. Et au premier plan, les deux autres ont également disparu à leur tour. Donc vous voyez, c'est une progression dans l'abandon du dessin du jardin initial. Un jardin, c'est quelque chose d'évanescent, de très fragile, qu'il faut entretenir en permanence. Et tous les plans disent la même chose. Et malgré les différents aménagements, on essaye de conserver cette espèce de dessin originel qui est très, très présent malgré tout. Voilà, encore quelques vues. La grosse tache noire, là, c'est un trou dans le plan. C'est pas un bassin. Et ici, nous sommes en 1820. C'est le plan de cadastre napoléonien. Alors, je ne sais pas si c'est encore lisible, mais là, on est après l'installation de l'école de cavalerie. Donc, tout ça a commencé à être très bouleversé. Et on va même voir disparaître progressivement le rond lui-même. Donc voilà, l'installation de l'école de cavalerie 1809. Oui, excusez-moi, ce n'était pas tout à fait dans la chronologie. Voilà, deux vues qui montrent des plans d'installation de l'école de cavalerie. Et vous voyez qu'on commence à faire fi complètement de cette composition. On abandonne, on a oublié le jardin. Il a disparu. Et voici encore une vue. Alors là, cette partie-là a été, je pense, engazonnée. J'ai trouvé ce plan, je l'ai daté de 1822. Alors peut-être qu'il y a eu encore des modifications, mais pour autant, là, c'est très clair, ça n'est pas un bassin, c'est une plate-bande. Et je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais tout à fait à gauche, il y a quelqu'un qui a dessiné au crayon un petit tracé sur la plate-bande de gauche. Et en fait, il s'agit du futur chemin de fer. Alors en 1822, on n'en parlait pas encore, mais je pense que quelqu'un aura voulu utiliser ce plan comme brouillon pour pouvoir lancer l'idée. Et l'idée, la voilà. C'est la création du jardin anglais de Tréogat en 1845 pour accompagner le grand mouvement de tranchées
qui permet d'aller jusqu'à la gare. Donc vous avez cette espèce de grand arc de cercle qui est une tranchée incroyable qui vient traverser le parc, qui vient rompre complètement la grande perspective. On a beaucoup de mal à la lire, hein. On la voit un petit peu en haut à gauche de l'image. On voit l'allée des Loges là, qui est encore présente dans la forêt. Mais dès qu'on se rapproche du parc, c'est fini. Il n'y a plus aucun lien entre cette grande perspective et la façade principale du château, qui est quand même son point focal principal. Et donc, cette première balafre qu'on va faire dans le parc va s'accompagner d'un accompagnement paysager, hein, puisqu'en fait, c'est la première fois qu'on fait un jardin à l'anglaise, et qui en fait va très bien avec cette grande courbe du chemin de fer. Alors ce plan, c'est un plan de 1846, et ce qui est représenté en rose, ce sont les terrains à exproprier pour pouvoir installer le chemin de fer. Donc vous voyez, on essaye de caler la gare, qui est en partie basse, là, cette espèce de rond, là, c'est rose. On essaye de le caler entre les bâtiments existants, qui étaient très proches du château, et les parterres, qui sont devenus des parterres complètement bizarres par rapport à ce que ça a pu être. On a encore peut-être un petit peu le souvenir du bassin, vous voyez, avec cette plate-bande ronde en bas à droite, mais c'est à peu près tout ce qui reste de l'idée originelle. Et ici, là, vous avez déjà la gare qui est installée. Alors, ce n'est pas très, très clair à lire. C'est la partie noire qui se trouve verticale, cette espèce de grosse trace noire qui est là, qui est en fait une tranchée. Et à l'endroit du bassin, on rétablit le rond et on fait un tunnel en dessous. Donc, il faut imaginer, si vous voulez, cette perspective est en train de renaître tout doucement. On refait ce rond-point, mais c'est un rond-point suspendu comme une assiette au-dessus de la tranchée du chemin de fer. Alors, voilà une vue qui montre très très bien le système, avec en pointillé le passage sous le rond, mais on n'a pas encore rétabli le parterre dans sa disposition d'origine. Vous imaginez le traumatisme ça représenterait aujourd'hui si on vous disait on va traverser le parc de Saint-Germain par une tranchée à ciel ouvert. C'est une espèce d'autoroute qui traverse l'ensemble du parc. C'est ça qu'il faut imaginer à l'époque. Donc quelque chose d'invraisemblable. Voilà donc la composition complète avec le rond-point et au milieu du rond-point une plate-bande et une tentative de rétablir le dessin tel qu'il était sur les plans d'archives. Parce que vous voyez réapparaître à droite de l'axe la plate-bande, enfin le parterre de broderie, sans broderie, et l'esquisse du petit bassin de droite. Évidemment, le bassin de gauche, on ne peut pas le faire parce qu'il serait sur la gare. Et alors à l'époque, c'est ce que l'on appelle le chemin de fer atmosphérique, parce que les locomotives ne savent pas monter la pente, et donc la dernière partie du trajet depuis Le Pec jusqu'à Saint-Germain se fait avec des wagons qui sont tirés par un câble, dont la machinerie se trouve ici construite à côté. Et vous voyez, la grande cheminée, c'est la machine à vapeur qui permet de tirer les wagons le long de la pente. Ici, on a un plan de 1932 qui fait apparaître pour la première fois, à partir du Grand Rond, le départ du... Vous voyez, il y a écrit station de l'État. C'est une nouvelle voie ferrée qui part dans la forêt, dans l'axe à côté de l'axe de l'allée des Loges, et qui va tourner. Il y avait un petit pont qui traversait, qui passait au-dessus. Je ne sais pas s'il existe toujours. Et il y avait des vestiges encore il n'y a pas très longtemps. Mais je pense que ça a dû disparaître avec le tram. Et donc, vous voyez, il n'y a plus seulement la voie ferrée qui vient de Paris, mais il y a également cette ceinture qui va rejoindre l'autre gare de Saint-Germain qui est de l'autre côté. Et tout ça se fait avec un aiguillage qui se trouve, devinez où, sous le bassin. Alors voilà la vue qu'on avait à peu près en 1900. Si vous regardez les élégantes qui sont dans le parc, on est à peu près à ce moment-là. Et vous voyez ici, ce n'est pas du brouillard,
ce sont les panaches de fumée des locomotives qui sont dans le creux de la gare. Donc en fait, ici, nous sommes exactement dans l'axe de la voie ferrée qui passe sous cette plate-bande. Certains d'entre vous connaissent sans doute cette vue-là, pour les plus anciens. Ici, on est en 1966. Et c'était la gare à ciel ouvert avant que le RER ne soit installé. Et vous voyez que là-haut, vous avez les bâtiments qui sont encore construits très très proches du château, qui cachent l'église. Et vous avez la gare du chemin de fer qui se trouve un petit peu surélevée avec des escaliers qui permettent de rejoindre le château. Alors en 1970, première grosse, on va dire deuxième grosse balafre dans le parc. Vous voyez là, il y a un reste de bâtiment dont je viens de vous parler. C'est pris depuis le donjon. Et on a fait sauter la gare déjà. Et on est en train de terminer la démolition de ce bâtiment qui se trouve à l'emplacement de la gare du RER actuelle. Et donc, vous voyez, si vous prolongez le regard au fond, vous avez deux tunnels. Un qui est l'ancien tunnel qui va à Paris, l'autre qui est celui qui permet d'aller, de rejoindre la deuxième voie ferrée et qui double les voies de l'ensemble. Et pour l'instant, vous voyez encore cette plate-bande au centre, exactement au milieu, à l'endroit où se trouvait le bassin, et la grande esplanade telle que nous la connaissons aujourd'hui, donc une assiette sur laquelle peut se poser cette composition. Et lorsque, donc en juin 1970, les travaux avancent, et vous voyez que je vous parlais d'un autoroute tout à l'heure, on est exactement dans ce cas de figure. Ici, c'est le tracé du RER, c'est-à-dire qu'on laisse de côté l'ancien tunnel qui a été construit à la fin du 19e siècle, qui est à droite. Vous voyez cette espèce de trou noir. Et on fait des parois berlinoises et on tranche dans le vif. Et on fait, alors là, carrément une voie ferrée très puissante et qui vient se terminer par une vaste gare qui se trouve. Alors, pour bien vous situer, vous voyez la petite passerelle qui a été installée. Déjà à l'époque, on mettait des palissades pour que les gens puissent continuer à profiter du parc. Vous voyez que cette passerelle ici est exactement à l'endroit où est le bassin. Donc, pour la deuxième fois, on rouvre le parc et on fait une tranchée dedans pour pouvoir faire passer cette voie de communication extraordinaire. Voilà la construction de la gare. Donc, vous voyez là, à l'arrière-plan le château et l'église qui maintenant apparaît. Vous voyez, le portique de l'église était caché dans les précédentes vues par un bâtiment. Aujourd'hui, là, on commence à le voir. Et singulièrement, si vous avez pu approcher les travaux d'il y a quelques mois encore, la construction de la liaison tram 13 arrivait ici. Et donc, cette espèce d'ouverture incroyable, elle est finalement, elle s'est reproduite encore de nos jours. Donc voilà le tunnel du RER, ça ce sont les ouvrages des années 1970. Donc vous voyez au centre le grand rond-point de Pontoise avec au centre le disque du bassin, la montée des loges à droite, le grand parterre et à gauche tout à fait au bout, donc le château. Et voilà la superposition, si vous voulez, des ouvrages de la RATP avant qu'on installe la nouvelle communication. Et voilà en marron, là, cette couleur un peu brune, le énième tunnel qu'on vient faire toujours au même endroit. C'est-à-dire que depuis le début, on n'a pas arrêté de densifier le sous-sol de cet endroit. C'est-à-dire que dans la partie basse, vous avez le vieux tunnel, dont on voit la trace. Hein. Ensuite, le tunnel des années 70. Et la RATP vient de faire maintenant la communication du tram l'année dernière. Donc, c'est un endroit où on peut dire que le parc est un petit peu hors sol, puisqu'il est complètement bâti sur une dalle. Alors, voilà la problématique que nous avons à gérer. Je ne vais pas vous la décrire en détail, mais vous comprenez que notre bassin, dont le cercle est dessiné ici,
il pose à un endroit où il ne peut pas mettre les pieds. C'est-à-dire qu'en fait, le domaine national de Saint-Germain-en-Laye, qui appartient à l'État, l'État devrait être souverain chez lui. Et en réalité, son sous-sol ne lui appartient plus. C'est-à-dire que progressivement, on a creusé des tunnels dans tous les sens. Et le jour où on décide d'implanter un bassin, eh ben, patatras, on s'aperçoit qu'on n'a plus la place de le mettre. Et c'est d'autant plus ennuyeux que les ouvrages qui sont en dessous, ce sont des ouvrages très importants. Le vieux tunnel a été remployé pour servir d'archive pour la RATP. Il a été étendu encore au moment où on a fait la gare du RER. Donc vous voyez, vous avez en bas à gauche, vous avez une coupe, vous avez en juxte, l'un à côté de l'autre, le gros tunnel en briques du 19e siècle, et à côté, le tunnel du RER. Vous voyez, donc tout ça est dans un mouchoir de poche. Vous avez un nombre d'installations qui sont sous ce parc, qui sont absolument incroyables. Alors si on ajoute en plus le parking qui vient brocher sur la terrasse du château, vous voyez que ça, finalement, ça finit par pas mal charger la barque. Alors voilà, ça c'est le dernier avatar, donc mars 2021. C'était l'achèvement du tunnel de communication du tram 13. Donc vous le voyez ici. On n'a pas encore coulé les dalles. Et vous voyez que pour tenir les terres à droite et à gauche, on a lancé ces puissants butons qui permettent de tenir des parois qui ont été installées à droite et à gauche. Donc, juste à votre droite ici, on a les alignements d'arbres. Donc, il faut tenir les terres pour pas qu'elles glissent dans le trou. Et de l'autre côté, les butons s'appuient sur la paroi du tunnel du RER des années 70. Et alors, je vous parlais tout à l'heure de la technologie qui est nécessaire pour un bassin. Ce qu'on voit dans un bassin, on va dire c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est qu'il faut beaucoup de technologie. Il faut une fontainerie, il faut un système d'épuration, de filtration des eaux, de pompage, et tout ça, ça prend de la place et on ne peut pas le mettre n'importe où. Et dès le début, on a identifié ce problème et on a dit à la RATP, écoutez, on va en profiter, vous faites un gros trou à côté de votre gare, là. Il reste un petit endroit entre les deux. Est-ce que ce serait gentil de votre part de nous laisser une petite place pour installer un local de fontainerie? Et donc, on a coordonné nos actions pour pouvoir installer cet ouvrage qui va être enterré. Donc, vous voyez le personnage rouge là qui est au milieu. Et à côté de lui, il a une espèce de carré ouvert comme un hublot. En fait, ça, c'est le niveau du sol fini. Quand l'ensemble du parc sera refermé, le niveau du sol sera là. Donc, ça sera une trappe. Et on pourra descendre dans la trappe pour aller entretenir le système de mécanique extrêmement sophistiqué qui permet de faire jouer les jets d'eau et de contrôler la puissance de l'ensemble. Voilà, alors j'ai presque terminé parce que, si vous voulez, aujourd'hui, c'est quand même un projet qui est encore un peu en devenir. Je serais ravi de venir à nouveau vous présenter le chantier de construction de la structure, etc. Mais aujourd'hui, nous en sommes là. Là, ça a été pris il y a 15 jours. Donc, c'est quelque chose qui est encore en devenir. Et nous avons, alors ça, ce sont la réception des locaux donc souterrains. Et donc, on va pouvoir faire descendre les machines, les pompes, etc., par les trappes. Et ensuite, tout va être installé. Donc, on a laissé les attentes à l'intérieur du béton armé pour que tout le réseau de tuyauterie puisse rejoindre le bassin. Et puis, eh bien, depuis la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, ici, vous voyez, on est dans l'axe de l'alignement des arbres. Et donc, on est venu rapporter la terre et on va commencer la replantation de cet alignement qui est le long de la grille. Et ça, c'est la vue que vous avez vue tout à l'heure depuis le château, mais qui est très rapprochée là. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est le toit de la RATP. Voilà. Et vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de dégager beaucoup de choses, puisqu'en fait, entre le niveau du sol du parc fini
Et les premiers ouvrages de béton, on a de l'ordre de 1 mètre. Donc il faut que nous, avec notre bassin, on arrive à passer dans 1 mètre de hauteur pour porter 50 mètres de distance, parce qu'on n'a pas le droit de s'appuyer sur les ouvrages de la RATP. C'est quand même le comble. Ils sont chez nous et on ne peut pas y toucher. Voilà. Quand je dis chez nous, c'est chez vous, quoi. Et alors, en attendant de pouvoir vous montrer mieux, je vous montre un petit coin du futur bassin. Voilà. Je vous remercie. Et je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions, si vous souhaitez, bien sûr. Oui, oui. Alors, j'ai pas voulu non plus vous abreuver avec des choses techniques, des plans, mais effectivement, je vais vous montrer peut-être le plan général. Voilà. Voilà, ça c'est quand même intéressant. Si vous voulez, vous avez... là, on arrive bien à lire. Ça, c'est le grand tunnel. Le grand tunnel des années 70, il est là-haut. Hein. Ici, c'est les archives de la RATP construites dans le prolongement de l'ancien tunnel qui est devenu aussi des archives. Et vous voyez que finalement, ici, on est dans la terre, cette partie-là. Là, on est dans la construction. Là, on est dans la construction encore. Et au-delà, on est dans la terre. Et au-delà encore, on est dans la liaison du tram 13. Et donc, en fait, ce sont des séquences construction-Remblai. Et notre idée, ça avait été d'utiliser ce petit espace, ce petit couloir, vous voyez, qui est ici, qui est entre les deux tunnels. Et on s'était dit, finalement, si on arrive à lancer des poutres avec un point d'appui intermédiaire dans ce petit espace entre les deux tunnels, ce serait formidable, parce que ça va diminuer la hauteur des poutres. Et puis finalement, ça n'a pas été possible, parce que quand on a ouvert, on a fait des sondages assez profonds, on a regardé, et en fait, les fondations se rejoignent dans la partie basse. Donc, c'est pas de chance. Donc, on a été obligé de conserver la solution la pire, finalement, qui consiste à lancer des poutres qui font 50 mètres de long. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent reposer sur le sol que sur des pointes de micropieux qui se trouvent en dehors de l'emprise de la RATP. C'est-à-dire, en gros, ici, et puis carrément de l'autre côté. Donc, il faut vraiment enjamber l'ensemble de la composition construite qui est sous terre. Et donc, finalement, ça, c'est forcément très onéreux, parce que c'est une structure métallique avec, l'acier, c'est pas donné, surtout aujourd'hui, mais surtout, on a très peu de marge d'erreur, parce que le bassin, ça n'est pas une grosse baignoire, c'est en fait une assiette avec un fil d'eau au-dessus, un film d'eau. C'est quelque chose de très léger. On a pratiquement 30 cm d'épaisseur d'eau, donc c'est vraiment très, très peu important. Et par conséquent, on ne peut pas se permettre d'avoir de déformation de ce bassin. Parce que si jamais l'assiette commence à se voiler légèrement, eh bien, l'eau va couler d'un côté. Donc, on a besoin, vous savez que l'eau, c'est ce qui donne l'horizontalité. Et donc, il faut que le bassin soit parfaitement horizontal, qu'il ne se déforme jamais, et donc qu'il soit hyper stable. Et donc, on n'a pas de marge de souplesse. On est obligé de faire un objet d'une rigidité absolue. Et donc, peu de hauteur, grande longueur à porter, et pas de déformation. Donc, si vous voulez, le cahier des charges est quand même particulièrement sévère. Mais on va y arriver. Et donc, c'est ça, environ une 50aine de micropieux, oui. Alors, les micropieux, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un micropieux, c'est simplement un forage qu'on fait dans le sol et on vient l'épingler avec une structure et on coule du béton. Ce qui fait qu'en fait, on a des aiguilles dans le sol. Et chaque tête d'aiguille reçoit une poutre, ce qui permet d'avoir un point de portance qui est très convenable et qui est très efficace. Alors, je ne sais pas, oui, monsieur ? Oui ?
Alors, si ça tenait qu'à moi, ça serait déjà fait. Mais évidemment, la question appelle la réponse positive, bien sûr, puisque on a parlé depuis le début de cette composition trinitaire, là, avec les 2 petits bassins et le grand. Donc, ça n'aurait pas de sens de faire cette composition et de ne pas la terminer avec ça. Mais c'est un autre programme de travaux qui, pour l'instant, n'est pas encore sur les rails. C'est une programmation qui devrait pouvoir se faire, mais qui n'est pas encore tout à fait au point. Et c'est une opération qui prendrait en compte les 2 bassins, avec une fontainerie indépendante, donc petit local en dessous pour les pompes. Et c'est une opération qui prendrait également en compte les alignements d'arbres qui se trouvent à droite et à gauche. Alors les alignements d'arbres, c'est un sujet en soi, parce que dans une composition à la française, chaque arbre n'existe pas. Il n'existe que dans la collectivité des arbres. C'est-à-dire qu'ils se tiennent tous par la main, ils ont tous la même vie, etc. Et quand il y en a un qui meurt, généralement, c'est toute la rangée qui meurt, parce que soit il est malade et il transmet les champignons, les parasites, etc. Et quand il se porte bien, ils se portent tous bien. Donc c'est vraiment une collectivité, un alignement d'arbres. Et quand on choisit des arbres en pépinière, on les choisit tous poussés dans le même endroit, avec les mêmes plants, pour être sûr qu'il n'y en ait pas un tout d'un coup qui soit plus rouge que les autres, etc. Ça n'irait pas dans la composition. Donc c'est vraiment quelque chose de très très élaboré d'arriver à faire un bel alignement. Et là, nous avons un problème majeur, qui est que, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, une partie de l'alignement de la grille se trouve au-dessus de la salle du RER, au-dessus de la gare. Et dans les années 70, je pense qu'on n'avait pas une vision tout à fait assez claire sur le besoin en racines des arbres. Et au lieu de leur donner un volume confortable de terre, eh bien, les ingénieurs ont créé des bacs, c'est-à-dire des espèces de grands pots de fleurs en béton. Et chaque arbre est dans un bac. Donc, ils ne se parlent pas. Ils n'ont pas de communication entre les racines. Donc, ça c'est très important que les arbres se parlent, si on peut dire. Et donc, ils sont chacun dans leur pot. Ils étouffent. La gare crée de la chaleur. Elle n'est pas isolée. Et donc, la chaleur monte et échauffe les racines. Et donc, tous ces arbres, si vous voulez, sont extrêmement malheureux. Ils sont très, très stressés. Donc, tous les petits arbres tilleuls qui sont le long de la grille de taille, ces arbres, ils ont été faits dans les années, ils ont été plantés en 72. Donc, vous voyez, ils sont quand même pas très, très vieux. Et c'est comme s'ils avaient 100 ans. C'est-à-dire, ils sont vieux avant l'âge. Et en plus, ils sont atrophiés, un peu comme des bonsaïs dont on irait torturer les racines. Et donc, tous ces malheureux arbres dénaturent quelque part la notion d'alignement. Puisque, en fait, dans un alignement, il faut que tout le monde se porte de la même façon. Or, à l'autre extrémité de l'alignement, les arbres, eux, ne sont pas dans des bacs, puisque la voie de la gare est en biais par rapport à l'alignement. Donc, il y a des arbres qui sont au-dessus de la gare, d'autres qui sont dans la bonne terre. Et donc, au moment où on va replanter ces arbres, parce qu'actuellement, ils sont sénescents, il faut absolument les couper. Ils sont malades, et ils ont les branches qui tombent, etc. C'est un vrai problème. Et ils essayent, avec leurs racines, d'aller chercher de l'air et de l'eau à l'extérieur. Donc, si vous allez vous promener, vous verrez, toutes les racines ressortent. Et alors, les promeneurs se prennent les pieds dedans et tout, c'est un problème. Et donc, le jour où on va faire ça, ça sera un vrai challenge, parce qu'il faut qu'on arrive à trouver un système où on ne peut pas drainer les bacs à fleurs, parce que la RATP ne veut pas entendre parler d'un tuyau qui passe dans la gare. Ils ont trop chaud, donc il va falloir isoler le fond des bacs. Voilà. Donc c'est d'une très très haute technicité. Alors aujourd'hui, on arrive bien à maîtriser ce genre de problème, mais ça demande quand même une technicité et une compétence très élevée. Ce sont des choses qu'on a appris à faire, par exemple, au Forum des Halles ou sur des dalles comme à la Défense. Et vous voyez, c'est un peu paradoxal, mais finalement, en plein cœur du parc de Saint-Germain-en-Laye, on a des problèmes de la défense, quoi. Donc, c'est à ça qu'on est confronté.
Et donc, le programme qui suivra, je l'espère, consiste donc à reprendre les deux alignements, parce qu'on ne peut pas en prendre un d'un côté et pas faire l'autre de l'autre côté, pour des raisons de symétrie et d'harmonie. Et donc, on fera les deux alignements en même temps, et on fera également donc, les deux bassins qui viennent terminer la composition. Alors, dans l'idéal, ça aurait été formidable si on avait pu finir les façades du château et avoir les deux bassins prêts, mais je pense que le timing ne fonctionne pas comme ça. Donc, ça sera pour un petit peu plus tard, mais dans les monuments historiques, on essaye de prendre son temps parce qu'on réfléchit beaucoup. Voilà. Oui. Vous avez mis une palissade magnifique, décorée magnifique autour du chantier. Quand on passe malheureusement autour, on ne voit pas ce qui se passe dans le chantier. Est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir sur 10 mètres cette palissade avec un grillage ou quelque chose pour qu'on puisse voir au fur et à mesure les travaux ? Alors, vous avez raison. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas tellement présenté parce qu'il n'y avait pas vraiment d'activité derrière cette palissade. C'était surtout pour mettre à l'écart. Mais maintenant qu'on va creuser et qu'on va installer des poutres et des micro-pieux, je pense que ça risque d'être intéressant. Effectivement, ce serait pas mal de faire au moins une fenêtre, quoi. Ouais, vous avez raison. Bonjour, Monsieur Martin. Bonjour. Félicitations pour ces merveilleux exploits technologiques. Est-ce que vous avez étudié la question des nuisances sonores éventuelles et le bruit de la fontaine, qui est très, très importante au niveau des riverains? Alors, oui, alors, je vais peut-être un peu botter en touche, mais vous savez que dans les centres commerciaux, quand on veut faire passer le bruit des climatiseurs, etc., on met une fontaine, parce que le bruit de la fontaine est agréable à entendre et il couvre les bruits techniques. Alors, je ne veux pas dire qu'on est dans un centre commercial, bien que je vous ai brossé un portrait épouvantable des dalles qui sont en dessous. Mais je pense que la question du bruit par rapport au jet d'eau, elle se réglera, je pense, par rapport à une programmation horaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas laisser des jets qui font du bruit toute la nuit. C'est des choses qui seront réglées. Et en même temps, si vous voulez, les jets... ils vont être un peu comme un feu d'artifice, c'est-à-dire qu'il y aura une programmation. On pourra faire le grand jet, les grandes eaux. Ce n'est pas les grandes eaux de Versailles, mais ce sera les grandes eaux de Saint-Germain. Et donc, on n'aura pas la même puissance en fonction de ce que l'on souhaite. Vous voyez, donc, on pourra avoir peut-être un petit jet au quotidien et au contraire mettre le grand jet quand il y a beaucoup de monde dans le parc, etc. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent se régler. C'est vraiment comme un tableau de bord. Hein. On drive ça et on peut également le mettre sur programmation. Voilà. Mais de l'eau qui tombe sur de l'eau, ça fait toujours un peu des vagues. Oui, je suis d'accord. Mais vous ne serez pas à moins de 25 mètres quand même du sujet. Donc... Oui, monsieur, merci pour cette belle présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi en 1970, la station RER a-t-elle été créée et bâtie aussi près du château? Alors, je pense que... je ne sais pas, hein, mais je vais vous répondre de façon un peu intuitive. Je crois que la station n'empiète absolument pas sur le terrain qu'elle occupait déjà. C'est-à-dire qu'en fait, la station RER, elle est en surface, elle est l'équivalent de la tranchée qui était à ciel ouvert. Vous voyez, et donc, ils n'ont pas souhaité exproprier qui que ce soit. Et comme ils étaient sur le domaine de l'État, ils ont dit, bon, bah, on y est, on y reste, mais on ne va pas en demander plus. Donc, on ne voudrait pas se faire foutre dehors. Donc, je pense que l'idée, c'est qu'ils sont restés dans l'épure qui existait, qui est en fait une épure qui est dessinée par la courbe d'arrivée du train. Vous savez qu'on ne peut pas faire des virages serrés avec les trains. Et donc, c'est une courbe très, très large, avec un rayon de courbure extrêmement large. Et ils sont restés sur ce tracé-là. Donc, c'était déjà proche du château. C'était déjà dans le domaine. Donc, vraiment, ils sont restés sur leur position, finalement.
La vraie nouveauté, en fait, c'est le tram 13, parce que là, ils ont pris un peu plus de place encore. Voilà. Je crois que, on peut ajouter qu'en fait, l'idée, c'était que le train arrive au centre de la ville. Et donc, c'était la possibilité d'être là. Et l'un des problèmes majeurs de cette gare RER, c'est qu'on n'y accède que par un seul côté. Et donc, tout le trafic, tous les voyageurs entrent par le même côté. Et l'un des avantages majeurs du tram, c'est qu'il y aura une entrée pour la gare RER de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la piscine. Et donc, ça va être un élément que nous espérons important pour décongestionner en partie le centre-ville. Il n'y aura pas qu'un seul accès à cette gare, mais on pourra y accéder par l'autre côté, qui est en gros à la hauteur de la piscine. Et le tunnel de raccordement, dont on a vu les éléments, il fera à peu près 400 mètres entre la gare terminus du tram et l'accès à la gare du RER, par le côté, disons, vers Paris, par lequel on n'accède pas à l'heure actuelle. Je veux compléter la réponse que vous avez faite, monsieur, parce que, en fait, au XIXe siècle, le chemin de fer, c'était quelque chose de complètement sacré. C'est-à-dire que ça avait une puissance de développement économique. Tout le monde était pour le chemin de fer, comme aujourd'hui, tout le monde est pour l'écologie. C'était quelque chose qui était extraordinairement puissant. C'était un moteur d'activité incroyable. Moi, personnellement, j'ai travaillé comme architecte des monuments historiques à l'abbaye de Moissac. Eh bien, figurez-vous qu'en 1863, le chemin de fer qui dessert la ville de Moissac passe à travers l'abbaye. Parce que, si vous voulez, le chemin de fer doit passer. C'est tout, c'est comme ça. Et il y a une espèce de priorité absolue à l'économie et au développement, etc. Et on peut faire des gestes comme celui-là. Aujourd'hui, ça nous paraît très bizarre, effectivement. Mais vous avez tout à fait raison, mais vous savez qu'à Saint-Germain, ce n'était pas le chemin de fer, mais quand on prend l'ancien domaine des Noailles, la rue d'Alsace, eh bien, c'est dans les années 1860, je crois, 70, qu'elle a été ouverte. On est passé au milieu de l'hôtel de Noailles. Hein, à l'époque, quand même, Prosper Mérimée était déjà intervenu, il y avait déjà une notion de patrimoine, et on fait une rue qui passe au milieu et qui détruit la partie centrale de l'hôtel de Noailles. Il en reste la partie droite et la partie gauche. Donc c'est une autre conception. Je pense que si on faisait des projets maintenant d'aménagement urbain de cette manière, il y aurait quelques protestations. Bonjour. Oui, je me permets de rajouter aussi par rapport au tracé du RER et l'arrivée au pied du château. À l'époque, pardon ? Oui, Alexandra Zvereva, responsable des collections municipales, donc le musée municipal de Saint-Germain-en-Laye. À l'époque, il y avait une voix qui s'élevait contre cette idée-là de la gare RER au pied du château, c'est celle d'André Vera. Qui était le défenseur infatigable du patrimoine saint-germanois. Et il était vraiment le seul à militer pour que le terminus de Saint-Germain-en-Laye ne soit pas au pied du château, mais soit la gare de Grande Ceinture. Et que le tracé du RER fasse un arrêt au niveau de la piscine, en fait, et puis ensuite continue jusqu'à la gare de la Grande Ceinture. Mais il était bien seul, et je pense que nous sommes, enfin nous, Saint-Germanois, responsable en quelque sorte aussi de cet état de fait, parce que tout le monde voulait arriver au centre-ville, le plus près possible du centre-ville. Il n'était pas question d'arriver au niveau de la piscine et de marcher ensuite jusqu'au centre-ville. Il fallait vraiment que ce soit... on a l'habitude d'avoir la gare au pied du château. On veut continuer. On n'est pas prêt pour la préservation du parc, pour la préservation du patrimoine, de reculer et de faire ces quelques mètres de trop. Merci. Oui, je voulais demander pourquoi est-ce que la gare routière n'est pas enterrée ? Là, je suis incompétent.
Gilbert Audurier, ancien maire adjoint en charge des délégations de service public pour les autobus, entre autres, etc. Et les parkings. Eh bien, tout simplement parce que là, vous avez vu sur cette partie, côté parc, il y a le tunnel du RER et tout ce que M. Martin nous a expliqué, mais on n'a pas vu l'autre partie, côté entre l'église et le château. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un parking. Voilà. Donc tout le sous-sol est occupé. Donc il n'y a pas de place pour mettre autre chose. Il faudrait casser le parking actuel pour le refaire et pouvoir faire rentrer des bus dans un parking. Et faire rentrer des bus dans un parking, ça pose des problèmes de sécurité et surtout de hauteur de plafond. Donc je crois qu'on ne peut pas rêver. Le seul objectif peut-être qu'on pourrait avoir, c'est que justement avec l'arrivée du T13, c'est de déporter une partie de la gare routière côté piscine. Voilà. Mais ça, ce n'est pas fait encore. C'est une élucubration personnelle. Je ne voudrais pas engager la mairie et mes successeurs. On va commencer à décongestionner le centre. Oui, j'ai une question un petit peu technique, aimant comprendre toujours un peu de la façon dont ça se passe. Quelle est véritablement l'argumentation de la RATP pour éviter de renforcer les plafonds des bâtiments de la RATP? À propos de la A14, on a renforcé la A14 au niveau de l'usine de ventilation pour faire passer le tram 13. Pourquoi est-ce que la RATP impose à la ville une augmentation du prix de ce grand bassin à peu près d'1 million, alors qu'il eût été plus facile de renforcer le plafond, si je puis dire, ou le sol du grand bassin sans être obligé de passer par l'utilisation de poutres de 50 mètres de portée? La question est très pertinente, mais en fait, je crois qu'au moment où on va le construire, c'est vrai que ça pique un peu, mais je crois qu'ensuite on s'en portera très très bien. Parce que vous savez que quand un ouvrage est solidaire d'un autre, et que ce sont deux propriétaires différents, on va souvent au procès. Et on est bien heureux finalement que cette solution soit retenue. On a trouvé au début que la RATP était vraiment très très peu conciliante, on va dire, mais je pense qu'il ménageait les intérêts de tout le monde en même temps avec cette discussion, parce que à partir du moment où on aurait eu une fuite dans le revêtement du toit de la gare, vous voyez, forcément ça aurait été de notre faute. Voilà. Donc c'est compliqué en fait. La relation, à partir du moment où elle est physiquement distincte, eh bien juridiquement c'est blindé, quoi. Parce que vous avez vos ouvrages, vous vous en occupez. Nous on a fait quelque chose qui ne touche pas, et par conséquent on est à l'abri pour des années. Voilà. Donc c'est ça vraiment qui a présidé, indépendamment du fait que vraiment il ne voulait rien lâcher là-dessus, hein, ça c'était très clair, mais quand on prend un petit peu de recul, on s'aperçoit que finalement c'est pas plus mal, quoi. Voilà. C'est un bon investissement, je crois. On a parlé des coûts d'investissement. Est-ce que vous avez une idée de l'ordre des coûts d'entretien, justement, de cette organisation assez complexe? Alors, au point de vue organisation, vous voulez dire la maintenance du bassin et de la fontainerie, c'est ça? C'est environ 20 000 € par an. Non. Monsieur Philibert, pouvez-vous attendre le micro parce qu'à l'enregistrement, on n'aura pas entendu votre question, s'il vous plaît.
Oui. Je reviens sur les plans que vous avez montrés, qui montrent l'existence de ce bassin, mais on se demande comment on pouvait l'alimenter. Là, c'est tellement compliqué maintenant pour le futur bassin. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'époque à Saint-Germain où il n'y a pas d'eau sur le plateau? Alors, les exigences par rapport à la fontainerie ne sont pas du tout les mêmes aujourd'hui que sous Louis XIV. En fait, vous voyez bien qu'à Versailles, on a eu les mêmes problèmes, c'est-à-dire que pendant tout le règne de Louis XIV, il n'a jamais su comment arriver à faire venir de l'eau. Il a projeté de détourner les eaux de la Loire, détourner les eaux de l'Eure. Enfin, ça n'a jamais fonctionné comme il faudrait. Et ensuite, on sait très bien que on gérait ça à l'économie, en fermant les fontaines une fois que le roi était passé, etc. Bon. Et en fait, à Saint-Germain, ça a été le galop d'essai de ça. Parce que précisément, on est dans la même situation. Et je pense que... Alors, il y avait une machine pour faire monter l'eau de la Seine. Et il y a eu un très, très joli article qui a été fait par les amis de Saint-Germain sur ce sujet et qui rappelle toutes les machines qui existaient à l'époque. La machine de Soilem, la machine de Marly, etc. Et il y en avait une également à Saint-Germain. Et donc, c'est ce qui permettait de faire monter l'eau pour faire fonctionner le bassin. Mais attention, ici, on a 3 bassins. Peut-être 6 au mieux dans les plans les plus élaborés. À Versailles, on est complètement à une dimension différente. Donc là, on est quand même dans un système hydraulique de taille tout à fait raisonnable, qui permet d'être alimenté par une machinerie. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons remercier très chaleureusement M. Régis Martin. Pour ces explications historiques. Et c'est la première fois que je vois, moi, personnellement, autant de documents qui prouvent l'existence de ce bassin, et pour ces explications techniques. Et maintenant, on vous souhaite bon courage pour la réalisation de cet ouvrage, cher ami. Merci beaucoup à tous.